Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre du plaisir à suivre Eden Télévision. Nous sommes le 8 septembre et vous l'auriez compris, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. C'est donc l'alphabétisation qui retient toutes les attentions au plan international. Il en est de même au Bénin. Cette journée a donc pour objectif de souligner, de mettre davantage l'accent sur l'importance de l'alphabétisation pour les citoyens lambda, pour les collectivités, les associations et autres. L'alphabétisation étant définie comme l'enseignement de la lecture et de l'écriture à un groupe social déterminé selon Larousse, le dictionnaire Larousse bien sûr, et bien de nos jours, près d'une personne sur 7 reste illettrée. Et sur les 860 millions de personnes illettrées de par le monde, on retient 500 millions de femmes dans le monde illettrées. Alors, ce sont des chiffres qui n'ont pas connu une grande amélioration, étant donné que des problèmes subsistent dans la promotion de ce concept qu'est l'alphabétisation dans le monde et au Bénin également. Alors, quel est l'état des lieux de l'alphabétisation dans notre pays? Et quelles sont les dispositions qui ont été prises quelles sont les dispositions qui conduisent à l'insertion des langues nationales dans le système éducatif au Bénin? Ce sont entre autres les questions qui seront posées et les questions qui permettront bien évidemment de meubler cette tranche d'antenne qui reste, vous le savez, une émission spéciale consacrée à cette journée internationale de l'alphabétisation. Eh bien, pour répondre à ces différentes questions, nous avons invité pour vous sur ce plateau le professeur titulaire de linguistique à l'université d'Abomey-Calavi. Il est le directeur de l'Institut national de linguistique appliquée, professeur Dominique Bada. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Davo. Face à vous, vous avez le professeur Roger Béonville. Il est enseignant de lettres, il est ancien ministre de l'alphabétisation. Il a aussi accepté et de la promotion des langues nationales. Et de la promotion des langues nationales, vous l'aurez constaté déjà, il s'est déjà signalé. Bonjour professeur et merci de la disponibilité. Merci infiniment. Vous avez oublié de dire que le collègue que j'ai en face de moi est également roi d'Abomey Kanofi, tout au moins roi des Bada. Oui. Et dans le civil, je l'appelle toujours Sa Majesté et non plus Monsieur le Professeur. Ce qui se justifie amplement par son chapeau, son couvre-chef. Oui, ce n'est pas pour, pour s'amuser. Et ça participe aussi de la pré-introduction à cette tranche spéciale consacrée à l'alphabétisation. Le thème retenu, vous le savez, c'est bien l'alphabétisation et l'insertion des langues maternelles dans le système éducatif béninois. Alors, on va démarrer cette émission par un grand chapitre, à savoir la clarification conceptuelle de ce que c'est que l'alphabétisation. La première question, je vous la pose, vous, Roger Béonville. Oui. Que comprendre de l'alphabétisation? Que cache ce concept parlant de sa sémantique? Écoutez, alphabet, ce sont les deux premières lettres de l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, etc. Donc l'alphabet, ça concerne l'écriture. Mais soyons plus systématiques. L'alphabet, ce n'est pas ce que les Béninois croient. Vous, lui, et peut-être moi aussi. L'alphabétisation, ce n'est pas pour les illettrés. C'est-à-dire, nous appelons lettrés au Bénin. C'est ce que nous avons. Les gens comme vous et moi, qui savons lire et écrire le français plus ou moins bien. Voilà les lettrés. Et l'alphabétisation, c'est ce que nous jetons en pâture à tous ceux qui ne savent pas lire et pas écrire le français. Eh bien non, ce n'est pas ça l'alphabétisation. Alors chaque année, grâce à l'UNESCO, on s'amuse un peu, vous allez nous faire parler et puis après cette journée, vous allez ranger les cartons, on se revoit l'an prochain. L'alphabétisation, ce sont les ONG qui s'en occupent. Non, c'est très grave. Et c'est ça qui nous a fait errer jusqu'à présent. L'alphabétisation, c'est savoir lire et écrire l'une des multiples langues du monde. Et j'allais dire savoir lire et écrire cette langue de A à Z. Voilà ce que c'est que l'alphabétisation. Et c'est un enjeu de civilisation et de développement. Je dis bien un enjeu de civilisation et de développement. Il ne peut pas y avoir civilisation sans développement. On va y revenir. Non, c'est important. J'espère que nous aurons le temps. Un enjeu de civilisation. On aura le temps d'y revenir. Parce que nous sommes nés. Dieu nous a créés. Ouais. C'est le concept général. Avec une langue, chacun. Mais c'est nous qui, une fois sur Terre, avons inventé
les lettres, avons inventé l'alphabet, parce qu'une langue sans alphabet, ça nous paraît un peu court. Et c'est pour ça qu'un homme, une femme qui n'est pas alphabétisé est lourdement handicapé. Et il ne peut pas, cet homme ou cette femme, incapable de participer au développement. Résultat, vous voyez comme nous sommes. Nous sommes 11 millions de Béninois, vous l'avez dit tout à l'heure. En tout cas, dans ma rue, je suis peut-être le seul alphabétisé. Ben, ça ne fait pas le développement. Si vous ne savez pas lire et écrire au moins une des langues du monde, vous ne participez pas au développement. Et j'en aurai fini. Sa Majesté va prendre la parole ensuite. Et il n'y a pas d'alphabétisation, retenons-le bien, il n'y a pas d'alphabétisation qui ne commence point par la langue que parlait votre mère quand vous étiez dans son ventre, la langue dans laquelle elle parlait, la langue dans laquelle elle chantait, la langue dans laquelle elle priait. Mais comment allez-vous apprendre à lire et à écrire sans cette langue par laquelle vous êtes entré dans le monde? Comment allez-vous pouvoir faire le développement et la civilisation sans savoir lire et écrire cette langue-là? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas par cette langue-là que vous irez véritablement au monde, mais c'est à partir de cette langue que vous irez au monde. Il fut un temps, je suis trop long, il fut un temps où pour aller au monde, véritablement, il fallait savoir lire et écrire le grec. Après avoir appris à lire et à écrire sa langue maternelle, la langue maternelle de tout le monde n'était pas le grec. Le grec a été détrôné par le latin a été détrôné par le français a été détrôné par l'anglais. Nous en sommes toujours au français au Bénin. Nous sommes en retard. Demain, ce sera le chinois. Je reviendrai encore à vous tout à l'heure C'est important. Pour l'histoire même de l'alphabétisation. Professeur Dominique Bada, nous avons toujours pensé que l'alphabétisation était uniquement réservée à ceux qui ne savent pas lire et écrire, ceux qui ne sont pas allés en ce lieu que nous appelons école. Mais à travers la définition du professeur Béanvi, eh bien, c'est tout le contraire. Bon, je dirais que le terme alphabétisation est dérivé de alphabet, comme il a dit. Alors, pour définir l'alphabétisation, moi je vais partir de l'analphabétisme. Voilà. Donc, l'analphabétisme, c'est le fait de ne savoir ni lire, ni écrire. Et vous, dans le commun des mortels, c'est cela. Donc, alphabétiser, c'est le fait d'éliminer ce fléau qu'est l'analphabétisme. Autrement dit, l'alphabétisation est un processus pour faire acquérir à des analphabètes la lecture et l'écriture. Mais ça servira à quoi? Donc je vais essayer de citer quelqu'un qui a défini, qui a défini ce que devait être l'alphabétisation. D'accord. Et il s'appelle Paulo Freire. Oui. Quand il a dit que l'alphabétisation, c'est le processus de la prise de conscience de l'homme de sa condition. Et vous, je vais citer davantage, de prendre conscience de sa condition. Voilà, c'est ni lire ni écrire. C'est un processus par lequel l'homme, non pas comme récipient, on dit A, B, C, D, non, mais comme sujet qui connaît. Le knowing subject. Donc à partir de là, il faut mettre l'accent sur l'éducation des adultes, sur l'éducation des adultes. Revoir, non seulement leur apprendre à lire et à écrire, mais il faut des programmes de formation. C'est cela. Voilà pour Paulo Freire. C'est cela. Professeur Roger Béanvi, avant de nous faire l'histoire de l'alphabétisation, dites-moi, selon vous, qui appelle-t-on analphabète? Le collègue et néanmoins Majesté Bada vient de vous le dire. On appelle analphabète. Bon, faisons un peu de cours. Le A privatif. Alphabet. Lui, il ne connaît pas l'alphabet. Il n'existe pas. C'est ça l'analphabétisme.
Bon, je suis analphabète dans plusieurs langues du Bénin. Il y en a 2 ou 3 dans lesquelles je ne suis pas analphabète. Comme il y a 2 ou 3 ou 4, 5 langues même occidentales, bon, dans lesquelles je ne suis pas analphabète. Je vous parlais tout à l'heure de savoir lire et écrire l'une des langues du monde. Et il se trouve que grâce à Dieu, grâce à des efforts faits par d'autres personnes, je ne suis pas analphabète dans ma propre langue. Qu'est-ce qui se passe? Nous retenons alors que l'analphabète est celui qui ne sait ni lire ni écrire dans une langue précise. Il est analphabète. Nous appelons analphabète l'analphabète absolu. Si l'on prend toutes les langues du monde, lui, il ne sait lire et écrire aucune de ces langues du monde. Et je trouve qu'il ne peut pas y avoir homme, il ne peut pas y avoir femme plus handicapée que cet homme et que cette femme-là. On ne demande à personne de savoir lire et écrire 3, 4, 5 langues, mais au moins l'une des langues du monde, un homme accompli, une femme accomplie doit pouvoir en lire et écrire une de A à Z. Très bien. Avant de poursuivre, une petite parenthèse. Et quand on sait bien manipuler une langue précise, et quand on ne sait pas l'écrire ni écrire, ni lire, est-ce qu'on est forcément analphabète dans cette langue? On sait bien manipuler la langue. Oui. Qu'est-ce que mettez-vous dans manipuler une langue? On sait bien s'exprimer en une langue précise. Oui. Mais alors, je prends le cas du Fongbe ou du Yoruba. Bon, excusez-moi, vous avez posé la question à vos collègues, mais attention, vous prenez n'importe quel... ces collègues qui ne sont pas allés à l'école, parce que oui, on parle de collègues, ces collègues qui sont rois, qui sont grands chefs de collectivité, sans être jamais allés à l'école, mais quand ils vous parlent le Yoruba, quand ils vous parlent le Fon, vous tombez des nues. Voilà. C'est ça, manipuler une langue. C'est ce que je disais. Ils sont analphabètes néanmoins. Voilà. Oui, parce que, si on va rentrer un peu dans la théorie, qu'est-ce que connaître une langue? Peut-être on va dire connaître une langue. Il y a des critères. Hein, vous citez Chomsky. Il y a des compétences pour dire quelqu'un maîtrise sa langue. Et là même, je dis des fois aux étudiants, vous ne maîtrisez peut-être pas votre langue. Parce qu'il faut la compréhension orale, la production orale, comme M. Mili vient de le dire, il faut parler. Et vous, on parle, vous comprenez, mais ça ne suffit pas. Il faut la production écrite et la compréhension écrite. Quand on vous donne un texte, voilà. Il faut pouvoir la lire et pouvoir l'écrire. Chomsky dit, mais celui qui ne maîtrise pas ses 4 habiletés, donc il ne maîtrise pas la langue. Parler seulement, comprendre seulement, ça ne suffit pas. C'est cela. Et si je peux ajouter quelque chose? Professeur, on va faire une petite histoire de ce concept qu'est l'alphabétisation. Oui, merci. L'histoire. Quelle est l'histoire que cache ce concept, enfin, dans le monde et au Bénin? Oui, je ne vais pas vous faire l'histoire, j'allais dire, matérielle de l'alphabétisation, mais son histoire psychologique. Et c'est très important. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'hommes et de femmes lourdement handicapés lorsqu'ils ne savent ni lire ni écrire. Qu'est-ce que c'est que l'alphabétisation? Il vous le dira peut-être beaucoup mieux que moi, parce que c'est un théoricien, lui, de la chose. Prenons le mot, je ne sais pas, bon, nous parlons français, ne prenons pas le mot en fond, ni en yoruba, ni en anglais. Prenons le mot papa, P-A, P-A. Quel rapport y a-t-il entre P.A. et mon père que j'ai enterré il y a plus de 12 ans? Quel rapport y a-t-il entre ces signes-là et celui qui m'a mis au monde? Dites-le nous. Il n'y en a aucun. L'alphabétisation, c'est le premier pas dans ce que j'appelle l'abstraction. Et l'abstraction, c'est la porte ouverte sur la possibilité de la science. C'est ce qu'il essaie de vous expliquer tout à l'heure, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire en évoquant ses collègues rois, mais qui manipulent magnifiquement, c'est votre mot, la manipulation, qui manipulent magnifiquement leur langue, mais qui ne savent ni lire, ni écrire. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas fait le premier pas
le pas le plus important dans l'abstraction dans la science. Ils ne peuvent donc pas participer au développement, ils ne peuvent pas participer à la construction d'une civilisation. En conclusion, il reste de bons analphabètes dans cette langue qu'ils manipulent en griffe bien. Oui, il reste de bons analphabètes. Si on peut être analphabète et être bon. Professeur, on en était à l'histoire. Oui. À l'histoire de l'alphabétisation dans le monde et au Bénin, surtout. L'histoire de l'alphabétisation, s'il faut vous la faire de façon matérielle, a commencé, j'allais dire, hélas pour nous, a commencé chez nous, en Égypte. Mais attention, les Égyptiens ont senti très tôt le besoin de figurer les sens, de figurer les choses. Et ils avaient ils ont créé des signes. L'hiéroglyphe. Ils ont des hiéroglyphes. Bon, on a mis du temps à savoir que c'était leur écriture. Mais il y a aussi les Chinois qui ont peut-être précédé les Égyptiens, à moins que ce soit les Égyptiens. Tout ça là, c'est avant Jésus-Christ. Hein. Les Chinois qui ont créé des petits signes. Mais il y en avait des milliers. Il fallait les connaître tous pour pouvoir se dire lettrés. D'où on parlait des mandarins. Ne pouvaient avoir accès à l'alphabétisation, à cette alphabétisation-là, en Chine et en Égypte, mais que des gens qui ont vécu longtemps et qui sont doués, et qui ont appris, et qui ont appris, et qui ont appris. Alors les signes n'étaient pas tout à fait, comment on dit, les signes n'étaient pas tout à fait détachés des choses. Je circule dans Cotonou que je commence à ne plus connaître parce que je n'ai vu plus. J'ai faim. Personne ne m'indique un endroit où aller manger. Mais je passe devant une maison et puis je vois un poulet fumant dessiné. On n'a pas besoin de me dire, monsieur Béon, mais si vous entrez là, vous allez manger. Maintenant, s'il faut des poulets fumés, des cercueils, des ci, des ça, pour signifier ce qu'on veut dire, on n'en sort pas. Et donc, il n'était pas mandarin en Chine qui voulait, et n'était pas lettré, pour ainsi dire, en Égypte qui voulait. Et donc, mais il faut tenir ça pour un gain. L'homme a senti le besoin de ne pas s'en tenir à quelqu'un devant moi. Comment vais-je dire qu'il est assis devant moi sans aller le chercher pour qu'il vienne s'asseoir devant moi? Et petit à petit, on est passé des signes plus ou moins dessins à des signes, mais complètement abstraits, et qui nous permettent donc d'entrer dans la science tout de suite. Voilà. Professeur, oui, je peux peut-être compléter. Oui. Voilà, vous voulez un peu l'histoire de l'alphabétisation. L'alphabet. Voilà, comme il a dit, tout au départ, vous savez, les hommes ne savaient pas écrire. Hein? Des philosophes, on va satisfaire nos besoins, après on va penser. Et c'est plus tard, je ne vais pas rentrer dans le marxisme, que l'homme a commencé par parler. Et il s'est rendu compte que je parle, mais comment est-ce que je peux fixer ce que je dis? Comment je peux fixer? Donc, comme il a dit, ils ont commencé par les hiéroglyphes. C'est des dessins pour décrire les événements. Alors, un chasseur qui a tué un gibier, vous voyez quelqu'un debout, et le gibier par terre. Voilà. C'était comme cela. C'est comme un peu les bas-reliefs embaumés. Merci, madame. On n'exprimait tout par la représentation. Oui, celui qui a peint, celui qui peut vraiment vous expliquer cela. Aujourd'hui, c'est le grand problème, la science. Parce qu'on nous a dit que dans les pyramides de Khéops, en Égypte, voyez-vous, les hiéroglyphes, qu'il y a tout. Toutes les découvertes sont là. Mais comment faire pour savoir tel dessin à côté d'un tel, ça dissocie. Champollion a essayé d'inventer une clé qui n'a pas tellement marché. Voyez donc, après l'étape, donc je vais dire cette étape-là, les gens doivent appeler le stade de la logographie, où les gens représentaient les événements. C'est un peu difficile. Et comme monsieur le ministre avait le dit, en sumérien par exemple, ou je ne sais pas, en chinois, il fallait maîtriser près de 8000 signes pour communiquer. Ouais. C'est très difficile. Voyez-vous? Alors, il n'y avait pas aussi les notions de désinence, etc. Parce que le jour, par exemple, la clarté,
les gens dessinaient le soleil. La jeunesse, c'est le soleil, ainsi de suite. Alors, les hommes ont réfléchi, réfléchissant, ils ont passé au stade de la syllabographie, où ils ont réduit près de 6 000 à 8 000 signes à une cinquantaine. Donc c'était des consonnes qu'ils représentaient. Au moins, ils ont commencé par trouver des signes, ils écrivaient des consonnes pour représenter des sons. Et où? Donc c'est que des consonnes, ça qui a donné les langues, vous voyez, sémitiques aujourd'hui. L'arabe, c'est une langue consonantique. L'hébreu, c'est une langue consonantique. Et il y a eu cette histoire dans la Bible où on ne sait plus lire les 4 consonnes du nom sacré de Dieu. Parce qu'à l'époque, on disait que c'est le grand prêtre qui le disait une fois le jour de Yom Kippour, la fête de la purification, dans le Saint des Saints, pour implorer la bénédiction de Dieu sur le peuple. Alors quand les gens sont partis en exil, les masourettes ont retrouvé après les écrits, mais sans les voyelles. Donc ces 4 consonnes qui ont tétragramme, etc. Alors ils sont passés de cette étape-là, de syllabographie, à l'alphabétographie. Voilà. Ah oui. Ça veut dire que ils ont trouvé maintenant des symboles qui correspondaient au son. Voilà. Donc l'alphabet, c'est l'alphabet d'une langue, c'est l'ensemble des sons de cette langue-là. Et ça varie, parce que dans les langues, il n'y a pas le même son. Donc voilà à peu près ce qu'on sait. Si je peux compléter ainsi naquit l'alphabet. Si je peux compléter en 2 secondes, je le remercie d'avoir fait observer que nous ne sommes pas restés, disons, étrangers à ce désir de l'homme d'écrire les bas-reliefs. Mais nous en sommes restés malheureusement au bas-relief, les signes du Fa. Oui. Mais le Bokono qui est assis là, il lit, malheureusement, moi je ne peux pas lire. Et il faut qu'il soit toujours là pour me dire ce que ça veut dire. Tandis que le grand avantage de l'alphabétisation, au sens où nous l'attendons, non, une fois qu'on vous a mis à l'école, vous n'avez plus besoin du Bokono, vous n'avez plus besoin d'un d'abomé pour vous dire voilà ce bas-relief, voilà ce que ça veut dire. Au fond, l'alphabétisation, c'est la popularisation de ce que les Chinois ont commencé, de ce que les Égyptiens ont commencé, de ce que les gens ont commencé à abommer, et ils en sont restés à ce niveau, et de ce que les Bokono ont commencé, malheureusement, il faut être Bokono pour pouvoir lire les signes. Et plus récemment, une histoire de Gbekui dans une certaine contrée du Bénin. Alors, voilà pour l'histoire de l'alphabet et de l'alphabétisation dans le monde. Revenons maintenant chez nous, au pays. Oui. Oui. Parce que dans cette belle histoire à nous conter par le professeur Bionvi, par le professeur Dominique Bada, on n'a pas pu apprécier quelle est la part du Bénin dans cette histoire. Maintenant, l'alphabétisation au Bénin, oui. Jusqu'à quand remonte-t-elle? Je vous dirais que mon pays, que je connais maintenant presque de A à Z, je ne vous dirai pas mon âge, sinon vous allez croire que je suis vieux, mais ça fait quand même assez longtemps que je connais mon pays. Nous sommes un peuple bizarre. Nous avons les meilleures idées. Les plus belles initiatives, nous les avons sur papier. Et nous nous interdisons de passer à leur application. Et d'autres viennent nous tricher parce qu'on sait quand même que nous fûmes quartier latin de l'Afrique. Ce n'est pas pour rien. Eh bien, l'alphabétisation au Bénin, j'ai cru, moi personnellement, que c'est avec la révolution de 1972 que nous en avons pris conscience. Parce que le 30 novembre, c'est bien ça, 1972, il y a eu le discours-programme lu par le président Kérékou, un très beau discours. Malheureusement, je ne peux plus être candidat à la présidence de la République. Sinon, mon programme de président de la République, c'est le discours-programme du 30 novembre 1960. Tout y est. Et un très joli paragraphe sur la nécessité de l'alphabétisation. Au Bénin, pardon. On n'était pas encore au Bénin, on était au Dahomey. Et c'est à partir de ce discours-programme qu'a été créé, par exemple, l'ONATO. Bon, ça a évolué, ce dont il est directeur aujourd'hui. Les sociétés nationales, d'abord. Oui, mais moi je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi a-t-on attendu la révolution pour faire ça? Mais non, j'ai la compilation de toutes nos constitutions jusqu'à celle qui nous gouverne aujourd'hui. Mais je pense que dès 1963,
bon, on a fait un coup d'État, mais dès 1963, il y avait déjà un paragraphe dans la Constitution pour dire attention, nous devons apprendre à lire et à écrire. On disait nos langues nationales. Non, la langue nationale ou la langue nationale, ça doit provenir d'une décision politique. Apprendre à lire et à écrire nos langues maternelles, ça devrait être, dès le bas âge, au César, quoi. Donc, ça fait longtemps que nous avons pris conscience de la chose. Mon collègue, paix à son âme, mon grand frère, Gracien, Tona, Capuchichi, nous sommes allés le saluer chez lui lorsque j'ai fait une certaine tournée pour aller le saluer. Il a été le premier ministre pour décider de l'alphabétisation. Même la Révolution a attendu un certain nombre d'années avant de créer un ministère qui n'a servi pratiquement à rien. Et après, on a rangé les cartons et il a fallu 2007 pour qu'un nouveau ministère baptisé ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, où j'ai eu droit au précieux concours de Sa Majesté, malheureusement, alors que nous travaillions magnifiquement bien, il peut en témoigner, ça a duré 11 mois. Ce fut comme 11 mois de récréation. C'est-à-dire nous nous amusons des choses les plus sérieuses. On va y revenir. Professeur Dominique Bala. Le professeur Roger Bouillonville remontait à l'histoire de l'alphabétisation au Bénin. Et l'histoire remonte à la Révolution, à la période de la Révolution. Ce n'est pas si... Oui, merci beaucoup. Ce n'est pas si loin, ce n'est pas si loin que ça. Au niveau des temples là, des protestants, voyez-vous, il y avait déjà les missionnaires. Ils essayaient de faire à leur manière pour que les gens puissent lire les textes bibliques dans leur langue. Parce que le pasteur Wesley, je ne vous coupe pas, parce que le pasteur Wesley a dit, vous ne pouvez pas avoir accès à la parole de Dieu dans une autre langue que la vôtre. Voilà. Il n'est pas catholique, sinon je proposerais qu'on le canonise. Voilà. Donc, j'avais commencé. Donc, les gens essayaient, ça a commencé par développer ces langues locales. Mais ça a vraiment pris. Et à partir de la Révolution du 26 octobre 1972, voilà, parce que le pôle même du marxisme, léninisme à l'époque, Moscou, c'est plus ou moins récent. Moscou disait aux gens, vous ne pouvez pas aller au développement à travers une langue étrangère, c'est à travers votre langue. Comme le ministre de la langue, c'est ça qui façonne notre être. C'est normal. Si vous apprenez la langue de l'autre, vous apprenez sa culture et sa civilisation. C'est ça qui a fait que... Vous faites la promotion de l'autre. Oui, c'est ça qui a fait que Cheikh Anta Diop a réagi à un moment donné dans sa vie. Mais on dit que mes ancêtres sont des Gaulois. On dit non. On dit non. L'identité culturelle même d'un individu, c'est à travers sa langue. Alors, il y a eu un grand atelier, un séminaire sous-régional. Bon, j'ai laissé le document dans mon sac. Je voulais vous montrer ce document. En 1975, séminaire régional d'harmonisation et de normalisation des alphabets de la sous-région. Et en 1975, il y a une plaquette qu'on a éditée à travers la Commission nationale de linguistique. Tout au départ, dans les années 75, la Commission nationale de linguistique a été dirigée par le ministre Nata Théophile. Et après, ça a donné le Centre national de linguistique appliquée. Il y a eu plusieurs directeurs. Et maintenant, l'Institut national de linguistique appliquée. Alors, c'est là où ils ont réglé le problème d'écriture des langues de la sous-région. Et en parlant de l'alphabet, ils ont essayé aussi de parler des questions de l'orthographe. Voilà. Donc ça a pris. Et on a créé un ministère, comme le ministre a eu à le dire, le ministre, paix à son âme,
et Kapuchichi, Tonakon, Gracien, et on alphabétisait. Vous avez vu, on a créé des centres d'alphabet sont partout. Au nord, partout, les gens commençaient par lui. Ils pas essayer d'écrire un peu dans leur langue. Voilà. De la période avant Jésus-Christ, il a fallu attendre jusque les années 70 pour que cela démarre réellement au Bénin. Monsieur le professeur en face de moi a évoqué tout à l'heure les protestants, je ne sais pas pourquoi, moi je suis catholique. J'ai complété. Le pasteur Wesley, c'est lui qui a créé le méthodisme. Mais je lui ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire votre méthodisme là? Ben oui, c'est le pasteur Wesley qui a créé ça. Il a dit non. Vous ne pouvez pas avoir dans une autre langue que la vôtre la parole de Dieu, méthodisme. Ça rappelle le discours de la méthode de pas Kant, comment il s'appelle le français, de Descartes. Oui. Mais les catholiques ont fait pareil. Moi, j'étais en classe, j'étais au cours primaire. Il y avait déjà le catéchisme en fond. Pas dans l'alphabet du collègue Nata, ni du nôtre, mais il y avait déjà, alors qu'on nous punissait à l'école d'avoir parlé notre langue maternelle, mais nous apprenions le catéchisme dans nos langues maternelles. Et ces langues maternelles avaient le catéchisme dans la langue, pas en français, pour aller vite, etc. Alors c'est bizarre, la parole de Dieu, on nous la donnait directement dans nos langues maternelles. Il y avait des missels en langue dite locale. Alors pourquoi l'État daoméen, béninois, est resté à l'égard de tout ça, à l'écart? Je pourrais en dire autant de l'Église catholique, des efforts fournis par des prêtres venus d'ailleurs. C'est ça que je viens de vous dire. De faire l'homélie. Si moi j'ai appris à lire et à écrire le fond, c'est d'abord par les missionnaires français, bretons pour le préciser. Alors nous-mêmes, nous restons à l'écart, l'alphabétisation, mais c'est pour les illettrés. Ce qui est un non-sens absolu. On est illettré dès qu'on est alphabétisé. Professeur Dominique Bala, oui, revenons maintenant aux travaux scientifiques, l'état des lieux des travaux scientifiques dans ce domaine au Bénin. Bon, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Quelques-uns. Et par exemple, il y a des documents. Si vous allez à l'Institut national de linguistique appliquée, mais c'est des projets qui ont été financés à l'époque par le CRD. Vous allez voir vocabulaire des mathématiques en Fongbe, en Yoruba, lexique de l'administration, vocabulaire des élections. Tout ça, ça vient toujours de l'extérieur. Voyez-vous. Donc, ça de l'autre côté, ou le financement. C'est des projets, CRDI. C'est l'OIF qui veut quelque chose, et nous expérimentons, etc. Voyez-vous, donc il y a quand même un certain nombre. Mais quand le ministère de l'alphabétisation, de la culture, de la promotion des langues nationales a été créée, et vous, donc j'ai eu l'honneur de servir à ses côtés en tant que directeur des programmes au sein de la mission d'introduction des langues nationales dans le système éducatif. On va revenir tout à l'heure à ce. Donc il y a eu état des lieux, alors pour ne pas, et aux efforts du gouvernement. Pour ne pas trop parler, ce document a été réalisé sur la politique béninoise de promotion des langues nationales pour le développement. C'était réalisé par sous son mandat. Les chercheurs, et lui bien sûr. Voilà. Donc il y a état des lieux, tout ce que vous voulez. Avec le temps, vous allez venir, classe cours, vous voyez les cours, les écoles, tout est là, etc. Voyez-vous, donc il y en a beaucoup. Et nous attendons seulement la décision, parce que pour commencer, c'est la décision politique. C'est la décision politique. Et pour que cela marche, ça je le dis, si son Excellence, le président Patrick Guillaume Talon, on suit, il faut commencer par
l'Assemblée nationale. Je le dis souvent, je ne suis pas contre qu'on révise la Constitution, mais il faut mettre, je ne sais pas comment vous appelez, changer un alinéa, dit qu'au Bénin, les langues officielles sont le français et les langues nationales. C'est une proposition. D'autres l'ont fait. Du professeur. Voilà, on a tenté tout ça là sous son mandat. Et là, ça donne plus de confiance aux partenaires. Et là, on pourra s'engager. Il y a eu beaucoup d'expérimentation. Voilà qui nous sert de transition pour remonter à cette année 2007, qui vous a vu, ministre du gouvernement, ministre de cette République, ministre de ce pays, ministre de la République. De l'alphabétisation et de la promotion de la nation. Oui, de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale. Professeur Roger Guyenvi, dites-nous, à cette époque où vous prônez cet intégrisme de l'intégrité, dites-nous. Ça, c'est pour la lutte contre la corruption. Dites-nous, professeur, qu'est-ce qui a été réellement fait? Qu'est-ce qui a été Même si vous disiez tantôt que votre passage a été si court, qu'est-ce qui a été fait? Que peut-on retenir? Je commencerai par la fin pour répondre à votre question, avant de remonter ce qui a été fait. Eh bien, vous ne le savez pas. Nous étions à la veille de la grande communication à aller mettre sur la table du Conseil des ministres pour dire voilà ce que le MAPLM, le ministère, voilà la méthode qu'il préconise pour que dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire dès la rentrée de 2007-2008, on commence à enseigner dans nos écoles primaires toutes les langues maternelles. Toutes les langues maternelles. Nous avons fait une enquête linguistique. Je ne me suis pas entouré de ces gens-là pour rien. Je me sentais tout petit quand on m'a confié le ministère. C'est le ministère le plus important. Alors je suis allé chercher les gens qui s'y connaissent encore mieux que moi, plus jeunes que moi, plus âgés que moi. Si vous faisiez venir ici Daguedou, que j'appelais mon premier ministre, non, vous avez bien fait de ne pas l'inviter en même temps que nous, parce qu'il prend la parole. Il va se mettre à pleurer. Il résumerait l'émission. Non, il résumerait l'émission. Il se mettrait à pleurer parce que lui aussi, malgré son âge, c'est mon doyen, mais on n'en dormait pas. On disait, ça y est, ce que nous avons rêvé depuis longtemps va se réaliser. Parce que si le président Boni Yayi... Et nous y avons cru. Si le président Boni Yayi m'a fait ministre de l'alphabétisation et de l'éducation, de la promotion de la langue nationale, et non ministre de la Santé ou ministre de l'économie et des finances, mais c'est parce que depuis 20 ans, nous sommes à peu près de la même génération, lui et moi, je suis un peu plus âgé que lui, nous avons été au camp militaire ensemble, la toute première promotion des étudiants en mission d'enseignement. Comme il est grand, il était toujours, comme on disait là-bas, il était en tête pour... Il savait que depuis lors, un certain Roger Guyenvi parlait de cette histoire-là. Il ne savait pas qu'il deviendrait président de la République. Il est devenu président de la République, il est allé me chercher. Ce dont tu parles depuis 20 ans là, tu écris. Alphabétisation, viens le faire. Et il a bien vu que non, on a fait du bon travail. Donc je me résume. Vous devrez normalement pouvoir le faire, et bien. Mais non seulement nous avons pu le faire, nous l'avons bien fait. Et nous étions à la veille. Lui-même ne le sait pas parce que quand même, une communication, on la travaille. Et puis, bon, avant que ça n'aille au Conseil des ministres, bien sûr, le président de la République est informé. Mais c'est à la veille que mon équipe a été dissoute. Je rends ici hommage à un... Il porte un nom terriblement portugais. D'Aconcessao. D'Aconcessao. Quel travail il a fait. Il n'est pas le seul. Mais lui, c'est lui pratiquement qui a conçu la méthode, qui l'a mise en forme après les conseils ministériels que nous faisions plusieurs fois par jour pour pouvoir avancer vite et bien. Donc beaucoup de travail, oui c'est bien ça, hein, beaucoup de travail en quantité a été fait. Bon, ce travail, je crois, n'a pas été dispersé. Le jour où le Bénin reprendra conscience, il faut qu'il le fasse très vite, de la nécessité de l'alphabétisation pour tous, dans les 62 langues maternelles, pour commencer, eh bien les documents sont là. Ils n'auront qu'à aller les chercher. Ils n'ont pas besoin de le faire ministre, ils n'ont pas besoin de me refaire ministre. Où sont les documents? Nous ne les avons pas retrouvés au ministère. Mais chacun de nous en a un tout petit peu chez lui, en souvenir de ce qui fut et qui malheureusement
s'est subitement arrêté. Oui, mais qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui a écourté ce voyage, cette aventure? Bon, soyons clairs, soyons francs. Je crois que le ministre était un peu gênant. Le fameux Roger Gbéonvi, il était un peu gênant. On l'a fait ministre de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Et non pas ministre de la lutte contre la corruption. Justement. Mais il se trouve que... N'est-ce pas parce qu'il s'est offert autre portefeuille en plus? Non, pas du tout. Pas du tout. Le seul ministère là suffisait largement. J'avais même un premier ministre, c'est mon ami et doyen Daguedou. Le seul ministère suffisait. J'ai voulu y ajouter la culture après, mais ça, on en aurait discuté. Il était un peu gênant parce que tout en travaillant pour l'alphabétisation et la promotion des langues nationales, en y travaillant méthodiquement avec ces gens-là et d'autres, il se croyait obligé de porter la casquette de président ou d'ancien président de Transparency International. Je ne pouvais pas entrer dans un ministère, moi, Roger Gbéonvi, mais sans lutter sabre au clair contre la corruption. Je crois que ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Donc on pouvait se débarrasser du ministre. De toute façon, on n'est pas ministre à vie. Quand on est président de la République, on essaye de l'être à vie. Mais quand vous êtes ministre, vous ne pouvez pas essayer de l'être à vie. On pouvait se débarrasser du ministre. Et ça, je l'ai compris. Mais pourquoi avoir cassé le ministère? C'est ça. C'est ça que j'appelle, nous avons les meilleures initiatives du monde. Et puis voilà, non, le ministre est gênant. Enlevez-le. Il a une belle équipe. Enlevez la tête, mettez une autre tête. Les membres sont là et l'affaire aurait continué. C'est pour répondre à votre question. Maintenant, si vous rencontrez un jour le président Boriaï chez lui ou ailleurs, posez-lui la question, mais pourquoi vous avez chassé votre ami Roger Gbéonvi? Et pourquoi vous avez cassé son ministère? C'était mon ministère. Oui, un ministère auquel, enfin, une mission à laquelle vous avez associé, ou pour laquelle vous avez associé... Parce que c'était une mission sacrée. Oui, justement. Professeur Dominique Bada, vous avez goûté à cette aventure, vous y avez participé. Un idéal que partageait à l'époque... Pardon, on n'y a pas goûté, on y a travaillé. Ça, c'est la lutte contre la corruption. Oui. Professeur, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on le dit communément? Puisque, au départ, le professeur partageait les mêmes idéaux que vous. Ce qui a fait porter le professeur Roger Gbéonvi à la tête de ce ministère qui portait bien. Merci beaucoup. Vous savez, il y a très longtemps, depuis qu'on était étudiant, on dit développement des langues nationales. Je suis philologue de formation. Il faut développer nos langues. J'ai écrit depuis 2004, j'ai la revue, là, je vais vous montrer, développement des langues béninoises, mytho-réalité, où j'ai développé, il est nécessaire de développer nos langues si nous voulons décoller. Voyez-vous, il y a le labo B de professeur Kapo Humpati, il y a eu beaucoup d'autres encore, le professeur Akora, tout le monde. Et il y a eu, en 2007, je prends le forum sur le secteur de l'éducation. Oui. Et après ça, toujours en 2007, il y a eu l'atelier de Poso-Tomé pour défendre. Voyez-vous, là, on ne peut pas se développer à travers la langue de l'autre. Et le gouvernement dit, et juste après l'atelier de Poso-Tomé, on l'a toujours dit, mais on s'y on a créé, le forum plus l'atelier ont recommandé la création d'un ministère. Voilà. Donc ça a été fait. Et tout le monde était content. Donc on est venu, on a beaucoup travaillé. Ce document, vous pouvez consulter, ce que j'ai montré tantôt, tout est là. État des lieux, méthode, tout. Et ça a même amené et le gouvernement a autorisé l'expérimentation de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif formel. Justement, on va y revenir. Où j'ai formé Ibrahim Aketou, etc. On y vient. Mais malheureusement, qui s'est estompé. Donc tout est là. Si aujourd'hui, le pouvoir politique décide, comme le ministre l'a dit, mais
commencer. Très bien. Alors, le Ce gouvernement... n'est pas que nous ne sommes pas prêts, nous sommes prêts. Non seulement nous sommes prêts, Monsieur Loris, permettez que je l'aide. Non seulement nous sommes prêts, nous nous sommes aperçus que la population était prête. Vous permettez que je vous donne 3 exemples très rapidement. J'ai rencontré beaucoup de gens dans la rue quand j'étais ministre qui m'ont dit « Mais monsieur, mais vous me créez des problèmes. Mes enfants disent qu'ils veulent apprendre à lire et à écrire dans leur langue maternelle. » J'étais au conseil des ministres, je reviens, la secrétaire particulière me dit « Ah, il y a un pharmacien qui est venu faire du bruit ici. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Le pharmacien s'est adressé à moi, secrétaire particulier du ministre. Le ministre n'était pas là. Je suis venu voir le ministre. Pourquoi? Bon, mais apprendre les langues là, apprendre à lire et à écrire les langues, j'ai l'impression, dit le ministre, dit le pharmacien, que vous avez exclu les adultes comme moi. Est-ce que vous jugez normal que mes enfants sachent lire et écrire leur langue maternelle et que moi... Ah non, il faut créer quelque chose pour nous autres adultes. C'est un pharmacien qui est venu faire la demande. Nous avons inventé, on a fait beaucoup de choses en 11 mois, cette colonie des vacances. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver que c'est nécessaire et que c'est possible? Bon, envoyez-nous les enfants qui passent au cours secondaire. Pardon, en classe, pas en terminale, au CM2. Envoyez-les-nous. Bon, ceux du sud, nous les avons envoyés dans les montagnes, et ceux de montagne, nous les avons envoyés au bord de la mer. Fantastique. Les enfants étaient heureux. Parce que dès que vous savez lire et écrire l'une des langues du monde, si vous avez commencé par les pieds, vous pouvez très rapidement remonter à la tête. Il devient très facile de savoir lire et écrire votre langue maternelle. Et je me rappelle toujours, le très beau discours que m'a prononcé, le discours d'accueil, lorsque nous sommes allés mettre fin, après 3 semaines, aux 2 colonies des vacances à Natitengu. Oui. Je ne parle pas Yoruba. Mes parents le parlent, mais pas moi. Et son discours était en Yoruba. Et je croyais comprendre ce que disait la petite fille. Elle était tellement heureuse que je croyais comprendre ce qu'elle me disait. Je lui ai dit, toi, tu finiras par faire une femme politique, mais elle était heureuse. Et tous les enfants étaient rayonnants. Non pas de savoir lire et écrire le français, mais ils ne pensaient pas pouvoir lire et écrire si vite leur langue maternelle. Et cette fille m'a dit, monsieur le ministre, quand j'arriverai à la maison au village, mon père et ma mère, je les ferai asseoir pour leur apprendre à écrire et à lire le Yoruba. C'est pour vous dire quel enthousiasme animait les gens à l'époque. C'est cela. Professeur Dominique Bara, pardon, le gouvernement béninois envisage de réduire de 20% le taux d'analphabétisme, parlant justement des enfants non scolarisés, des jeunes non scolarisés de 15 ans, d'ici 2025. Pensez-vous que la chose puisse être aussi facile à faire, que tel objectif serait facile à atteindre dans l'état des lieux que vous venez de dresser, au vu de l'état des lieux que vous venez de dresser? Si vraiment il y a une décision de la part du pouvoir, le terrain a été déjà balisé. Oui, il y a eu des travaux scientifiques, il y a eu des travaux... Tout y est. Oui, mais ces travaux restent en l'état, à l'étape de papier. Oui. Ils ne sont pas encore appliqués. Ils ne sont pas appliqués, mais il faut peut-être sous des financements. Tout ce que vous dites, c'est là. Comment faire pour réduire? C'est là. C'est tout ce que je veux dire. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que rien n'a été fait, que chaque fois, on recommence. On dit c'est au bout de l'ancienne corde, on tresse la nouvelle. Oui, à mieux vous entendre, quand l'État se déciderait à relancer les activités, l'État n'aura plus à refaire. Vous savez, pour nous... À relancer... Pour nous chercheurs ou bien universitaires, on dit souvent il y a la revue de littérature quand on écrit le mémoire. Mais qu'est-ce qu'il y a d'abord? Qu'est-ce qu'on a fait? Si ça ne nous donne pas satisfaction, on peut commencer. Je vous dis, tout est là déjà. Justement. Donc si le gouvernement dit, voilà, il y a le financement, je veux faire ci, ils n'ont qu'à exploiter.
les documents qui existent. Très bien. Le professeur Roger Béonville évoquait tout à l'heure une soixantaine de langues, 62. 62. 62, vous avez dit. Oui, et nous avons compté de façon large pour que tout le monde s'y retrouve. Justement, les 62 seront-elles enseignées à l'école? Comment? Qu'est-ce qui a conduit? Alors, qu'est-ce qui justifie le processus du choix des langues maternelles à enseigner à l'école? J'ai ouï dire que vous avez retenu 6. Non. Pas nous, pas mon ministère. Donc, toutes les langues maternelles seront enseignées. Toutes les langues? Oui, absolument. Les 62? On ne vous demandera pas d'apprendre 62 langues. Vous avez une langue maternelle. Maintenant, si votre langue maternelle n'est pas celle qui est parlée là où votre papa est fonctionnaire, parce que nous ne parlons pas des jeunes gens comme vous, hein. On prend l'enfant au départ, dans son milieu. Mais si c'est le dindi qui est parlé en majorité là, eh bien, le dindi sera prioritaire à l'école primaire. Et moi, j'ai repensé au CESE. Qu'est-ce que ça veut dire CESE? Centre d'éveil. De stimulation. Bon, et de stimulation. On peut recréer les CESE, où l'enfant, pendant 1 an, mais au bout de 3 mois, sur une année, en s'amusant, apprendra à lire et à écrire sa langue maternelle. Parce que vous n'avez pas besoin de lui apprendre à lire, je parle fond, hein. Vous n'avez pas besoin de lui apprendre à lire et à écrire bouteille. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais go, c'est comme ça qu'on appelle la bouteille. Mais là, minute. Ou bien calebasse, mais c'est vite fait. Oui. Et après, vous lui direz, mais les Français, hein, ils disent autrement. C'est vrai, l'enfant s'ouvre aux réalités de voilà, de très vite. Oui, donc, c'est ainsi que les 62 langues, soi-disant, seront apprises selon lu et écrites dès le bas âge. Et c'est très simple. Bon. Qu'est-ce que je vais ajouter? Il n'y a pas que les 62 langues. L'État a l'ambition, lorsqu'on lit notre constitution du 11 décembre 1980, l'État a l'ambition de créer des langues nationales. Nous y avons pensé. Et nous lui avons proposé déjà, eh bien, telles langues nationales, cher État béninois, les voici. Le Yoruba et le Fon, le Dindi et le Batonou. Le ministère, le ministre et ses collaborateurs peuvent avoir tort. Et je me rappelle, mon ami l'ex-roi, il est décédé, je crois, de je ne sais plus où, qui me reçoit, ma foi, comme un prince de sa cour. Ah, le roi d'Abomey? Non, pas Abomey, dans le Septentrion. C'est à Djougou. Ah non. Djougou n'a pas encore mort. C'est Niki, non? C'est pas Niki. Donc il n'est pas encore mort. Je l'ai tué trop vite. Qui me reçoit magnifiquement. Ah, vous, et mon yom. Et qui me dit, mais monsieur le ministre. Sa Majesté, Audacis. Et mon yom. Parlant des... Mais les gens, chacun voulait que sa langue devienne nationale. Justement. Bon, alors là, une fois que toutes les langues sont lues et écrites à l'école primaire, il reviendra à l'État et à lui seul de décider de quelle langue sera nationale ou pas, de quelle langue au pluriel. Et qu'est-ce que nous avions dit? Mais pour ça, il y a de véritables obstacles. Hein, non, avant d'aller... Non, cher ami. Dans les coulisses du choix. Vous êtes plus jeune que moi. Ne me dites pas que les obstacles sont faits pour rester obstacles. On les enlève. Donc, justement, après avoir enseigné toutes les langues maternelles, c'est facile. Selon les contrées. Selon les contrées. L'État choisit 4 langues. Mon ministère lui en a proposé les 4. Et nous rions de nous-mêmes au ministère. Ah bon, on veut faire l'unité linguistique avec 4 langues. Ben, il le faut bien. Nous sommes... Alors, les 2 langues, Dindi et Fon, je crois, seraient enseignées au premier cycle du secondaire. Et si vous avez la chance de passer le BPC et d'aller en classe de seconde, on y ajoutera pour vous les 2 autres langues qui n'ont pas été apprises, nationales, qui n'ont pas été apprises au premier cycle, donc au second cycle. Donc vous terminez le bac, le français et l'anglais sont là, bien entendu, mais vous terminez le bac en sachant lire et écrire, en plus de votre langue nationale, de votre langue maternelle, 4 autres langues nationales. Et nous avions dit, il sera interdit plus tard
de devenir fonctionnaire de l'État en ne sachant lire et écrire que le français, car l'État béninois aura défini, si notre choix avait été validé, 4 autres langues nationales. Professeur Dominique Bada, oui. Toujours dans les coulisses du processus qui a conduit au choix des langues à retenir, je ne parle pas de la soixantaine, du nombre total, les quatre selon le professeur. Outre ces 4, vous ne pensez pas qu'il... Attention, vos téléspectateurs risquent de ne pas nous comprendre. Oui. Les 4 n'excluent pas les 62. Non, les 62... C'est pas les 62 qu'on a commencé. Selon les contrées. Ça, d'accord. Voilà. Nous parlions des 4 au premier et second cycle. On n'apprend pas à les parler, à les lire et à les écrire, l'enfant les parlant déjà. D'accord. Professeur Dominique Bada, pour un enfant d'Abomey, dont les parents ont été affectés dans la partie septentrionale, il sera appelé, n'est-ce pas, à apprendre, enfin, le Dendi ou Yom et autres. Vous n'imaginez pas là cela peut générer une sorte de frustration pour et les parents et l'apprenant? Parce que là-bas, vous êtes d'accord avec moi qu'avant le premier et second cycle, l'enfant sera confronté rien qu'au Dendi, enfin aux langues du terroir. Mais si il est natif de parents parlant le Fongbe, c'est qu'il a déjà appris la langue de sa première socialisation, qui est le Fongbe. Ensuite, ils ont évolué vers le nord et il va choisir une autre langue. C'est bien ça votre question? Oui, ma Parce question... que la langue maternelle, oui, c'est encore autre chose. Hein. C'est la langue de première socialisation. Oui, on peut savoir. Je nous peux l'avions dit au départ. être papa fond, maman fond. l'émission. Si je nais à Bokoumbe, Oui. la langue maternelle sera le Titamari. Hein. C'est ma langue de première socialisation. Oui, mais ici, je prends le cas de parents, enfin, de parents et enfants, de parents dont l'enfant est né au sud naturellement, au sud, dans la partie sud du Bénin. Majesté. Maintenant, affecté plus tard. Permettez que je lui réponde. Je reprécise. Oui, j'ai compris votre question. D'accord. Ça, c'est carré. Et au ministère, nous avons été carrés. Nous avons été méthodiques. Je me rappelle ce jour, nous avons tenu une grande réunion, je ne sais pas où, à Cotonou, où tous les enseignements, 4 enseignements, plus mon ministère, étaient réunis au plus haut niveau. Une très grande réunion parce qu'il fallait aller vite. Plus l'INFRE. L'INFRE à qui nous voulions arracher le droit d'éditer les manuels d'apprentissage des langues nationales et des langues maternelles. Et l'INFRE n'était pas d'accord. Et je jouais des coudes pour lui arracher ça. Tu continues, toi, INFRE, d'éditer les manuels en français, mais nous, là, bon. Et au beau milieu de la réunion, j'ai donné l'exemple que j'ai donné là. Et j'ai dit, mais à Kétou, par exemple, parce que pour moi, Kétou, mon père m'a dit qu'il est originaire de Kétou, c'est pour ça qu'il parle Yoruba. Il parlait Yoruba, enfin, on ne le parle pas dans l'au-delà que je sache, à moins que, les revenants, tiens. Et donc, je dis Kétou, par exemple, à Kétou, naturellement, c'est le Yoruba. Si un enfant fond ou un enfant d'Indi se retrouve là-bas, s'ils ne sont que 10, vraiment, on ne fera aucun effort pour ouvrir une école pour eux. Je revois madame, celle qui m'a légué une partie de son ministère. Pourquoi son nom m'échappe? Ouensavi. Je me suis toujours demandé au nom de quoi cette dame, cette ministre pouvait être de Kétou et s'appeler Ouensavi. C'est à cette réunion qu'elle a levé son petit drapeau de Monsieur le Premier ministre. Pardon, Monsieur le ministre, vous vous trompez. À Kétou, il y a 46% de fonds. J'ai failli lui répondre, je comprends maintenant pourquoi vous vous appelez Ouensavi. Et donc, s'il a 46% de fonds... Et elle est mariée, elle. Oui, alors s'il a 46% de fonds, nous serons obligés de couper la poire en deux. À Kétou, nous aurions été obligés de couper la poire en deux à Kétou. On va enseigner aux enfants Yoruba, leur Yoruba, et aux enfants fonds ou mari, leur fonds ou mari. Mais il faut être carré. Et puis, au moment d'agir, il faut arrondir les angles.
il faut lever les obstacles. Il ne faut pas les laisser là. Justement, vous convenez avec moi maintenant que c'est très pertinent ce que j'évoquais comme inquiétude. Un ministère, c'est fait pour quoi? C'est fait pour lever les obstacles. Justement. Et c'est à ça que nous avons travaillé comme des fous pendant 11 mois. On pensait qu'on était là pour 2 ans au moins. Non, vous ne savez pas, au Nigeria, si vous êtes de Igbo-land, vous parlez déjà Igbo, on vous recommande d'aller apprendre le Yoruba. Le Yoruba, on lui recommande d'aller apprendre peut-être, ils appellent le Gambari, le Hausa, pour pouvoir circuler. Voyez-vous, dans les Yoruba, ceux qui parlent Yoruba, pas anglais, va apprendre une autre langue, autre que ta langue. Pourquoi ne pas dire, celui qui parle déjà le fond, il va au nord, il apprend le dindi. Et puis, Majesté, l'enfant fond dont le père a été affecté comme fonctionnaire dans la région où l'on parle Yom. L'enfant fond n'attend pas l'école pour se mettre à parler Yom avec ses petits camarades. Bon, maintenant, il faudra lui enseigner à écrire, à lire et à écrire, mais déjà, il parle. Justement. Et une autre petite interrogation avant de poursuivre, professeur Roger Béonville, au primaire, puisque je tiens compte de votre proposition, de la proposition à l'époque où vous étiez ministre de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Alors, vous proposiez à l'époque que la langue de la contrée, la langue du milieu soit enseignée au primaire. Oui. Mais là, que gagne l'apprenant à n'apprendre que la langue qui est parlée dans sa contrée? Je vous enverrai, non, pas la langue qui est parlée dans sa contrée, sa langue maternelle, parlée dans sa contrée. Qu'est-ce que l'apprenant gagne? J'ai reprécisé votre question. Il n'y a pas de langue de sa contrée, il y a sa langue maternelle, parlée grosso modo, là où il se trouve. On peut y être sans que cela ne soit sa langue maternelle. Alors on est minoritaire. Je croyais qu'ils étaient de façon écrasante, les Yoruba majoritaires à Kétou. Madame la ministre m'a dit non, ils sont majoritaires, d'accord, mais nous sommes 46% de fonds, nous sommes là. À Ouida, il y a des Yoruba qui sont là. Et qui, bon, mais ils ne sont peut-être... Ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire vous avez l'impression que c'est du temps perdu. À qui devons-nous d'être là aujourd'hui à l'UNESCO? Pas exactement. À qui devons-nous d'être là aujourd'hui à l'UNESCO? N'est-ce pas? C'est l'UNESCO. Non, c'est l'UNESCO qui a créé la journée internationale. D'accord. Mais l'UNESCO ne veut pas notre tranche. L'UNESCO qui vous reçoit. Bon, d'accord. Vous voulez dire que ce n'est pas l'UNESCO qui vous paye? Non, c'est Eden. D'accord. C'est Eden. OK. Eden TV. Le paradis. L'UNESCO a produit des documents pour démontrer qu'il s'agit des pays du tiers-monde. C'est là que l'analphabétisme bat son plein. Pour démontrer que l'enfant à qui on donne dans sa langue maternelle l'alphabet avance très vite. Mais éminemment vite parce qu'il a reçu ça dans une langue la meilleure du monde. Maintenant, l'enfant n'est pas un imbécile. Ses parents, encore moins. Les parents Wachi comprennent très bien qu'avec le Wachi, ils ne vont pas loin dans le monde. Mais l'enfant, sachant lire et écrire le Wachi parce qu'il est Wachi, mais il apprendra le français d'autant plus vite, le chinois d'autant plus vite, l'anglais d'autant plus vite. Parce qu'il aura commencé dans sa langue maternelle. Ça, c'est l'UNESCO qui en a fait la démonstration, qui en a fait la preuve par 9. Voilà ce que gagne l'apprenant à commencer par sa langue maternelle. Alors je dirais, au cours primaire, eh bien, les 3 premiers mois seront consacrés à ça, et on n'aura même pas besoin de 3 mois, puisque mes enfants, ils sont devenus mes enfants, que nous avons parqués à Porto Novo et à Natitengo, mais on m'a dit qu'au bout d'une semaine, ils savaient tous lire et écrire déjà et ils étaient heureux. Et donc ils nous ont coûté 2 semaines en plus parce que nous avons fait venir des spécialistes. Nous leur avons demandé 2 heures par jour aux enfants. Vous allez apprendre à lire et à écrire vos langues maternelles pendant 2 heures. Tout le reste du temps,
vous allez vous amuser et manger aux frais du ministère. Mais ils ne vont pas s'amuser tout simplement. Nous avons fait venir des spécialistes pour les faire jouer de façon, j'allais dire, méthodique. Les scientifiques et psychopédagogues de renom l'ont prouvé. C'est mieux de réfléchir dans sa langue maternelle. C'est très important ce qu'il en a dit. J'en vais vous citer quelqu'un tout à l'heure. Et l'enfant qui a appris sa langue maternelle avant d'aller à l'école peut mieux décoller. Parce que l'enfant qui n'a pas maîtrisé les contours même de sa langue, il lui est difficile. L'enfant qui n'a pas maîtrisé les structures syntagmatiques et paradigmatiques de sa langue ne peut jamais arriver à maîtriser correctement les structures paradigmatiques et syntagmatiques d'autres langues. Qui est des concepts trop techniques. Non, c'est pas trop technique, la structure de sa langue. Alors, accessible à tous les esprits. Pote, parce que chaque langue a une structure donnée. Pote l'a dit déjà au début de cet article, il dit l'enfant réfléchit, compare, évalue et le fait à travers sa langue maternelle. Parce que celle-ci constitue la seule possibilité de verbalisation active. Le ministre cela donne l'exemple. K-A. Vous voyez, ça renvoie déjà son concept dans sa tête. Okpo. Voilà. Et après, on lui dit ton Okpo, ton K, c'est. On lui dit ton nana. Voilà. Et c'est ce que le regretté Cheikh Anta Diop a dit. Il dit que les Africains, à l'école, devraient apprendre l'égyptien pharaonique pour se connaître leur histoire. Voyez-vous? Comme ça, ils ont tout. Et pour aller loin. Pote, ça, je vous une phrase de Pote, il faut le lire. Pote a dit, et les psychologues nous ont clairement montré que refouler sur un enfant le parler maternel est extrêmement nocif pour le développement de ses activités cognitives. On nuit de la sorte à l'épanouissement ultérieur de ses facultés d'expression dans la langue non maternelle qui sera amené à apprendre par la suite. Très important. Avant d'en venir à l'applicabilité, restons-y. Vous faites bien de partager avec nous la conception, la position d'éminents psychopédagogues. Professeur Roger Gbéonvi, c'est bien de le dire, c'est mieux de réfléchir dans sa langue, c'est mieux de réfléchir. Oui. C'est absolument nécessaire. D'accord. Bon. Vous le dites si bien. Professeur, que dire des parents qui de nos jours s'investissent pour que les enfants, dès la maternelle déjà, arrivent à s'exprimer plus ou moins bien dans cette langue des autres qu'est le français? Oui. Merci pour la question. Nous sommes responsables et coupables. Quand je dis nous, c'est nous tous qui avons eu la chance énorme de savoir lire et écrire dans au moins une des langues du monde, qui se trouve être chez nous le français. Et nous avons réussi à mettre dans la tête des nôtres qu'en dehors du français, on n'est rien. Et c'est ça qu'il nous renvoie. Oubliez vos langues, oubliez notre langue, ça ne donne pas à manger. Ce qui donne à manger, c'est le français. Et donc si l'enfant déjà, alors que sa mère parle Yoruba ou Dindi, si l'enfant pouvait déjà, dès le ventre de sa mère, commencer à parler français, oh, les parents seraient heureux. Vous savez jusqu'où va la bêtise? Je suis catholique. Et il fut un temps où j'ai pratiqué. Mais je demeure catholique, même si je ne pratique plus tous les matins. Je vais à la messe le dimanche avec mon épouse dans mon quartier à Ouida. Mon épouse est la seule européenne du groupe. Tous ceux qui sont là, y compris moi, comprennent le fond. Le curé, je ne lui reproche rien, parle fond. Mais il nous tient un long discours, une longue homélie en français, et dit maintenant, ce que j'ai dit en français, je vais vous le résumer en fond.
Je me suis toujours dit, mais enfin, ça aurait dû être le contraire. Et puis, même pas, il n'en avait pas besoin. Et si vraiment ma femme a besoin d'être évangélisée, arriver à la maison, je lui dirai, voilà, en résumé, l'enseignement que le curé nous a donné. Mais vous n'avez pas besoin de l'exemple de ce curé. Vous allez dans n'importe quelle église catholique, où il y a plein de gens qui comprennent leur langue locale, maternelle, le curé commence par parler en français. C'est comme s'il n'émettait pas son homélie en français avant de la traduire dans la langue parlée par les gens. C'est comme s'il ne parlait pas. Il y en a qui commencent d'ailleurs par une belle citation en latin. Le curé a une belle excuse. Non, le curé... Oui, parce que cette langue reste la langue cher ami, officielle. l'excuse que le curé a, c'est l'excuse que nous avons tous sur notre disque dur. Là. C'est comme ça qu'on parle maintenant. On a installé que c'est le français ou rien. Eh bien, nous avons un disque dur qui doit être détruit. Sinon, nous n'allons jamais décoller. Et ça ne gêne pas les autres que nous ne décollions pas. Vous savez comment on nous appelle Trump? Pays 2, je ne veux pas dire ça ici parce que j'ai reçu une bonne éducation. Encore que... Il n'est pas exempt de reproche non plus, celui que vous tentez de citer. Oui, mais professeur, lorsqu'il nous a traité de ce nom quand même catastrophique, personne n'a protesté. Aucun ambassadeur n'a été appelé en consultation pour insulte à tout un continent. Oui, professeur, il faillit être produit d'un certain moule éducatif pour pouvoir traiter les autres de cette manière. Oui, mais notre moule éducatif est regrettable. Le nôtre. Professeur, oui, nous poursuivons avant d'aborder dans la dernière partie de l'émission la mise en œuvre, l'applicabilité de cette réforme. Oui, la partie sera très courte. Cette partie sera très courte parce que tout est là. Non, elle ne sera pas si courte que ça, professeur. Alors, j'évoquais, je dirais, ce qu'on peut appeler aberration ou effet de mode de nos jours que nous constatons, où on parle français, on parle le français à tous les enfants à la maison de nos jours. Paraît-il, disent certains parents, que ça aide les enfants, ça aide les apprenants quand ils démarrent la scolarisation. Eh bien, quand ils savent déjà parler cette langue depuis la maison, eh bien, ça facilite l'apprentissage. Enfin, c'est ce que pensent ces parents en s'y investissant. Et beaucoup de parents ont expérimenté ce que vous venez de dire. J'étais à des ateliers sur les langues nationales maternelles où ces parents ont regretté. Ils disent, est-ce que je peux encore faire apprendre à mes enfants leur langue? Oui, c'est extrêmement grave. S'il y a des parents qui nous suivent, ils n'ont qu'à laisser leurs enfants d'abord maîtriser leur première langue ou leur langue maternelle, la langue de leur groupe ethnique, tout ce que vous voulez, avant de chercher à aller apprendre une autre langue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent nos réalités endogènes parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Si je prends par exemple, le ministre m'avait évoqué les Yoruba. Je prends par exemple le masque qu'on appelle ce que les gens appellent revenant. Le ministre dit revenant. Le revenant, ça ne signifie rien du tout en Yoruba. Alors, ils ont fait réaliser un magazine de plus de 2 heures. Ils sont venus dans mon palais, ça va il y a 2 ans, l'OITB, sur le Kwite Gungun. J'avais beaucoup d'ouvrages. Je suis universitaire, mais j'ai dit Gungun, parce qu'il y a disons des hommes qui se baladent, j'ai dit non. Pour celui qui maîtrise le Yoruba, vous lui demandez qu'est-ce que c'est que Gungun? C'est d'abord Gungun, le squelette. Et le Yoruba dit au couton d'achauffement, on peut le mort qu'on a habillé. Donc l'enfant qui maîtrise ça, quand tu lui dis qu'est-ce que ça représente, c'est mon grand-parent qui est mort, qui est revenu. C'est très important, la langue. La langue est le véhicule de la culture, de la pensée, de la civilisation. Le ministre me l'a dit tout à l'heure que certains peut-être vont faire une citation latine. Oui, même le pape Jean-Paul II. Pape Jean-Paul II.
Oui, il a dit, il a cité Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, commentant Aristote, a dit Genus humanum arte et ratione vivit. L'homme vit d'une vie vraiment humaine grâce à la culture. Et on voir le développement que le pape Jean-Paul II en a fait. Hein? Il d'apprendre d'abord sa langue avant d'aller apprendre n'importe quelle autre langue. Je vais me faire son professeur assistant en 2 secondes pour vous expliquer ce qu'il vient de vous dire. On vous le concède. Oui, merci infiniment. Vous pouvez, alors que vous êtes Wachi ou que vous êtes Dindi, vous pouvez refuser cela et faire du français la langue maternelle. C'est possible. Parce que vous êtes agrégé et que vous êtes professeur d'histoire, votre femme est médecin, tout le monde parle. À la maison, on parle français. Voilà. Donc, vous avez fait du français et non plus du Wachi et non plus du Dindi, la langue maternelle dans votre maison. C'est parfait. Mais vous vivez dans un environnement que le français ne désigne pas. Alors, vous installez dans la tête de vos enfants un trouble fantastique et je vois pourquoi les gens ont dit mais est-ce que nous pouvons faire marche arrière? Vous parlez français dans un environnement qui ne concerne pas le français. Vous savez dire neige dans votre langue maternelle? Pas exactement. Vous savez dire glace? Oui, vous dites glaçon. Ouais. Parce que pour expliquer ce que c'est que la saison, l'hiver, ben, il faut que j'emmène quelqu'un devant un frigidaire, que je lui dise voilà ce que nous souffrons quand il fait froid là-bas. Donc vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, moralement, d'élever vos enfants en français dans un univers Wachi, dans un univers Fon, dans un univers Dindi. Vous allez les rendre fous. Oui, mais ce n'est pas pour disculper ces parents qui se comportent ainsi, professeur Dominique Bada. Quand papa gagne aisément, correctement sa vie, agrégé, cadre à un 12, tout ce que vous savez, maman... Vous parlez des cadres béninois? Je parle des cadres béninois, exactement. Oui, je parle des ils cadres gagnent béninois. vraiment leur vie. Professeur Dominique Bada, quand les parents, papa et maman, sont des intellectuels entre griffes accomplis, enfin, des intellectuels accomplis dans la langue des autres, mais oui, bons analphabètes dans leur propre langue, eh bien, qu'ont-ils à promouvoir cette langue qui ne leur apporte entre griffes rien à la maison? Et la langue maternelle, quoi. Enfin, qui n'est plus maternelle, la langue locale, non? La langue locale, la langue nationale, la langue maternelle. Oui, mais le ministre vient de le dire, que vous parlez français à la maison, vos enfants apprennent à parler français, mais vous vivez dans quel environnement? Dans quel environnement? Le français ne désigne pas cet environnement. environnement. Je posé la question tout à l'heure, si on peut désigner neige, il n'y a pas ça dans nos langues, parce que nous ne connaissons pas cette réalité-là. Ce n'est pas dans notre culture. Alors l'enfant qui parle français, qui sort à Ouida, qui voit Idole ici, qui voit ça là, papa, ça c'est quoi? Hein? Il vous a peut-être donné un coup de pied, alors que ça ne se fait pas dans cet environnement. Ils seront étrangers dans leur propre environnement. Oui. Ils seront étrangers chez eux. C'est tout. Mais celui qui a pris le temps d'apprendre sa langue, de connaître ses réalités endogènes, s'il apprend la langue de l'autre, il saura faire la part des choses. Je vais m'expliquer. La notion de Dieu, hein, elle est abstraite. La notion de Dieu est abstraite. Hein? Je connais quelqu'un, bon, il est maintenant évêque, je pense, de la Sama mineure, l'évêque Adoukonou, Barthélemy. Et à l'époque, quand nous avons fait un cours de méthodologie, il avait développé ce qu'on appelait le sillon noir. Hein? Et là, il a créé je dis une sorte de catéchisme, hein? Une sorte de catéchisme. Pour parler de Dieu aux Africains, il a dit de partir de ce que l'on voit. Hein? Ça, c'est quoi? Ah, ça s'appelle temps. Voilà. Ce que tu n'as jamais vu, voilà ce que ça représente. Voyez-vous? Voilà ce que ça représente. Donc, l'enfant va comprendre. Dans l'abstraction comme ça, voyez, les gens ne peuvent pas apprécier. Voyez, donc, cette notion de Dieu est dans toutes nos réalités, dans toutes nos cultures, par exemple. L'enfant qui apprend
à parler sa langue. Je parle du Yoruba, moi. On dit Olorum, Oliorum, le possesseur des cieux. Ce n'est pas les Français ou les Anglais qui l'ont appelé ça. Le possesseur des cieux, c'est Dieu. Hein? Le Babalaou, comme le professeur a dit tout à l'heure, qui veut jeter l'oracle, il dit hommage. Hein? Hommage à celui, au possesseur de ce jour. Voyez-vous? Donc chacun connaît dans sa langue la réalité qu'on nous enseigne à l'église ou à la mosquée. C'est tout. Il pourra faire les choses, mais après tout, mais nous disons la même chose. Après tout, mais nous pratiquons le même culte. C'est ça. Voilà. Un enfant qui n'a pas ce background culturel, voyez-vous, il va tout confondre. Professeur Roger Bionvie, revenons maintenant à la mise en œuvre de cette réforme, je dirais, l'insertion de nos langues à l'école. Vous n'êtes pas, je ne vous apprends rien, vous savez quel est le capital de difficulté que les enfants éprouvent de nos jours à mieux s'exprimer dans cette langue que les autres nous ont imposée. Et à cela viennent s'ajouter maintenant, je dirais, les nôtres. Comment mieux gérer cet ensemble? Je n'aime pas vous entendre parler de l'insertion de nos langues. Parce que les Français n'insèrent pas le français dans l'enseignement. Passez-nous le thème adéquat. Les Allemands n'insèrent pas l'allemand dans l'enseignement. Ils ont la tête sur les épaules. C'est exactement ce qui s'en va être fait, ou ce qui a été enclenché. Tous les Allemands, c'est mes parents par ailleurs, mes beaux-parents, savent aujourd'hui que pour aller dans le monde, l'allemand ne suffit plus. Il faut y ajouter l'anglais. Au 19e siècle, tous les Allemands apprenaient le français. Parce que c'était le français qu'il y avait à l'époque. Et l'allemand, malheureusement, n'ayant pas de grands empires coloniaux, n'a pas pu se répandre. Et donc l'enfant Wachi, qui va apprendre son Wachi à Komé, sait très bien que aujourd'hui il faut y ajouter l'anglais. Donc il n'y a pas d'insertion. Parce que quand vous dites insérer, il y a déjà l'essentiel, quoi. Bon, on va ajouter celui-là pour faire plaisir à ces gens-là qui sont des universitaires, qui disent que non, c'est très sérieux. Nous avons fait le travail. Je dis nous avons fait le travail et j'en suis très fier. Donc, la faisabilité, c'est là. Ça existe. Mais ce qu'il faut maintenant. Et je reviens au tout début. Lorsque le président Bouniaï m'a appelé, un 2 novembre, je crois, je vais vous confier le ministère. Je lui ai dit non, monsieur le président. Le mal dont nous souffrons là, ce n'est pas avec un ministère que vous allez nous guérir de ce mal. Il faut un haut commissariat à l'écriture et à la culture. Je répète, un haut commissariat à l'écriture et à la culture pour 25 ans. Ainsi, le président de la République, quel qu'il soit, ne sera pas tenté pour de fausses raisons budgétaires de mettre une croix là-dessus. Que dire d'un ministère dont nous sommes incapables, le ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous sommes incapables, jusqu'à nouvel ordre, d'en faire un ministère majeur, au même titre que le ministère de l'économie et des finances. On ne voit pas un président de la République s'amener et dire le ministère de l'économie et des finances ou le ministère de la santé, je n'en veux plus. Et, il a j'ai des obligations budgétaires qui m'obligent. C'était pour éviter ça, que le ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales devienne quelque chose, ce qu'il a été finalement, dont on peut se passer à tout moment. Donc moi, je continue de préconiser, soit pour la faisabilité, sur laquelle nous n'allons pas insister, tout est là, soit de créer un haut commissariat à l'écriture et à la culture pour 25 ans. Et si au bout de 25 ans, on n'a que 80% de Béninois, qui savent lire et écrire leur langue maternelle, on va réfléchir pour savoir s'il faut ajouter 5 ans à ce haut commissariat pour que nous en arrivions à 100%. Ou alors faire du ministère de l'alphabétisation, apprendre à lire et à écrire nos langues maternelles, ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, apprendre à lire et à écrire les langues que par décision politique l'État aura définies comme nationales. Faire de ce ministère, lui donner le même statut que le ministère de la Santé
ou que le ministère de l'économie et des finances. C'est-à-dire un ministère indéboulonnable. Professeur Dominique Bala, toujours à propos de la mise en œuvre, de la faisabilité, de l'applicabilité, je dirais, de cette réforme, même si le professeur Roger Béanvi m'interdit de faire usage du concept insertion. Bon, c'est introduit. C'est juste ce qui s'en va. Oui, introduit. Ça revient au même, Majesté. Introduit, Les Allemands n'introduisent pas. Non, on n'a pas d'autres possibilités pour le moment. Mais si aujourd'hui, le pouvoir décide, mais ça sera une réalité. Parce que, si j'ai bonne mémoire, l'OIF a aidé beaucoup d'autres pays, dont le Bénin, à expérimenter l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Ça a été fait pendant 3 ans. Mais j'aurais appris que ça a été suspendu par le gouvernement actuel, parce qu'il cherche à mieux voir, à voir clair. Par le gouvernement actuel, poussé par qui? Par derrière. Parce que notre ministère a été cassé. Est-ce que c'est le président qui a pris toute cette grave décision tout seul? Non, je pense que si il y a un petit problème, c'est qu'introduire les langues chez nous, on dit, les gens ont commencé par se battre, mais c'est chez nous les écoles. Hein? Je veux parler du ministère de l'enseignement primaire, voyez-vous, qui a essayé de piloter ce projet d'expérimentation d'introduire les langues nationales dans le système éducatif. Et ça a été financé en grande partie par l'OIF et par le budget national. Je pense qu'ils ont fini la phase d'expérimentation et normalement, on devait attendre un autre décret pour dire maintenant, il faut introduire les langues. Mais on a appris que ça a été suspendu. Peut-être pour faire certaines enquêtes, si ça doit reprendre un jour, mais ce sera salutaire. Mais ça doit reprendre. Il ne faut pas penser qu'il faut recommencer. Tout existe déjà. Vous y insistez, mais puisque le professeur Roger Béanvi n'est plus à la tête de ce ministère, qui, en griffe, n'existe plus depuis peu, vous ne direz pas que vous avez fait dos complètement aux travaux scientifiques et autres. Alors, de cette époque, 2007 à ce jour, quelle idée faites-vous de la phase expérimentale de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif? Nous avons donné la preuve que cette phase expérimentale, les enfants, ils ont été... J'aimerais retrouver cette jeune fille-là, elle a dû devenir demoiselle depuis. Non, mais vous n'étiez pas là. Les enfants ils irradiaient. C'est dommage que... Même cet enfant a été montré à la télévision et c'est à partir de là qu'un opérateur économique béninois nous a dit tous les ans, c'est moi qui vais maintenant financer cette opération. Tellement c'est beau. Mais quelle était votre question, cher ami? Précisément votre question. Oui. Le professeur Bala demande à vous aider. Problème d'expérimentation. Puisqu'on a quelques petites J'ai participé. Oui. Moi, je formais les instituteurs. Oui, en quelque sorte. C'est les enseignants déjà permanents qu'on a choisis pour enseigner. Donc moi, j'ai formé les instituteurs à Kétou. Je parle le professeur Kora formé les instituteurs, moi pour le Yoruba à Kétou. Il y en avait à Bomé, c'est pas vrai pour on n'a rien improvisé. Il y en avait à pour les Adja à Plahoué. Bon, il y a eu quelques difficultés. Il y a eu le bilan, certainement, il y a eu quelques difficultés. Les enseignants et les formateurs ont été confrontés à des problèmes d'instrumentalisation, de conceptualisation. Comment enseigner les mathématiques en Fongui, comment enseigner la géographie humaine en Adjagui, etc. Voyez-vous? Donc, cela, il faut travailler et les gens sont déjà en train de régler tous ces problèmes-là. Oui. Voilà.
On pourrait poursuivre plusieurs minutes à échanger encore. Plusieurs heures, pourquoi pas encore, si vous le voulez. Mais cette émission est arrivée à son terme. Professeur Roger Bouillonville, ceci, je partagerai avec vous en guise de conclusion une statistique pas très éloquente, pas pour doucher, pas pour vous décourager vos efforts. Selon l'UNESCO, par exemple, sur le continent africain, cette dernière décennie, 11,3% des adultes au Burkina Faso sont analphabètes, 51,3% le sont en Côte d'Ivoire, 32,8% en République démocratique du Congo. Ne comptez pas le pidgin comme langue. Je continue. Et 59,5% sont analphabètes au Bénin. Ça veut dire que le chemin reste presque intact et qui reste à faire, malgré je dirais, le capital de travaux scientifiques que vous avez laissé à ce ministère, que vous avez là, avec vous à l'INALA. Monsieur le journaliste, on a oublié peut-être de mettre l'accent sur l'éducation des adultes. Oui. Voyez-vous. Il ne faut pas apprendre à lire et écrire seulement, mais il faut les former. Nous sommes à la conclusion. Je le crois. Il faut professionnaliser je vous dirai, cher jeune ami, que je suis très optimiste et que cet optimisme me rend triste. Malgré ces chiffres. Et que cet optimisme me rend triste parce que je ne serai plus là quand ça va se passer. Vous y serez bien sûr. 10 ans, 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, si vous m'aviez dit il va y avoir aux États-Unis un président noir, je vous aurais répondu tout de suite, est-ce que vous avez de la bière fraîche dans votre frigidaire? Ça, c'est plus concret. Il n'y aura pas de président des États-Unis noir 50 ans après ma mort. Ce qui devait renforcer au fait votre optimisme. L'un des meilleurs présidents des États-Unis a été un noir et je suis encore là. Mais là, bon, ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Nous y arriverons. Et le Bénin montrera la voie à l'Afrique. Vous avez dit. Merci, professeur Roger Bouillonville, ancien ministre de l'alphabétisation et de la promotion, des langues nationales. Vous êtes enseignant de lettres. Professeur Dominique Bada, vous êtes directeur de l'Institut national de linguistique appliquée. Merci de votre disponibilité, merci d'avoir accepté marquer votre présence sur cette tribune consacrée à la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. C'était donc tout pour ce numéro. Merci de vous avoir suivis et passé un excellent week-end à suivre le programme d'Eden Télévision. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup.